2, 3. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 17 février, ravi de vous retrouver. Voici les titres de votre 15 infos. Le retour des beaux jours, c'est aussi le retour du pollen, un allergène qui impacte des millions de personnes chaque année. 5 lignes, des dizaines de bosses et des virages techniques, la nouvelle piste de BMX de Bettencourt-La-Ferrée est en construction. Nous partirons en balade dans une zone humide avec la Ligue de protection des oiseaux à la fin de ce journal. Ce soir, nous recevrons sur notre plateau la jeune Maëlle Girard. La Haut-Marnaise vient d'être élue première dauphine du concours Miss Élégance France Dompton Beauty Pageant. Voici pour les titres de l'actualité. Même si le soleil n'est pas encore au rendez-vous, les températures annoncent le retour des beaux jours. Et comme tous les ans à cette période, le pollen s'invite dans l'air. Le printemps qui s'annonce est toujours difficile pour de nombreuses personnes allergiques. Pour détecter cette sensibilité, il existe des tests préventifs qui permettent de diagnostiquer cette sensibilité et de recevoir un traitement adéquat. Brigitte Maestrassi nous en dit plus. Il est le fléau de la période printanière, le pollen. Après les acariens, il est le deuxième allergène qui touche le plus de personnes. Il se manifeste principalement par une rhinite allergique, entraînant écoulement nasal, démangeaisons oculaires et éternuements, et peut même déclencher de l'asthme chez certains individus. Pour identifier précisément les espèces d'arbres responsables de l'allergie, les tests cutanés ou prick-tests sont recommandés. Cette méthode consiste à appliquer l'allergène sur la peau afin d'observer une éventuelle réaction allergique. On fait un bilan complet, mais on principalement les pollens de nos régions, donc les arbres, les pollens d'arbres bétulacés, frênes, et puis les pollens de graminées. Alors ceux-là, ils sont présents partout. Vous n'avez pas testé les pollens, par exemple, du sud de la France? On les teste parce qu'ils ont tendance à remonter. En constante évolution, les réactions peuvent stagner ou s'aggraver, mais très rarement régresser. Par ailleurs, le réchauffement climatique accentue le stress des végétaux, entraînant une production accrue de pollen. En conséquence, la saison des allergies s'étend, prolongeant la période d'exposition pour les personnes sensibles. La sensibilité aux allergies peut donc varier d'une année à l'autre, entraînant l'apparition de nouvelles réactions allergiques. Chaque année est différente en termes de pollinisation dans l'air. Donc il y a une année où le taux de pollinisation ne va pas être trop fort et les patients ne vont être pas trop gênés. Il y a une année où le taux de pollen va être extrêmement fort et le patient va être très très gêné. Ça dépend de ça, mais en général, la maladie allergique a la tendance à s'aggraver quand même. Pour développer une allergie, plusieurs facteurs entrent en jeu, mais le principal est génétique. Si un individu n'a aucun parent allergique, il a entre 5 et 15% de risque de développer une allergie, un parent allergique 50% de risque et deux parents allergiques 75% de risque. Mais avoir une première allergie n'exclut pas d'être exposé à une nouvelle. Ce qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est que lorsque vous commencez à faire des allergies à des pollens, quelques années plus tard, vous pouvez déclencher des allergies alimentaires. Voilà, vous avez des allergies croisées. Donc c'est ce qu'on rencontre le plus souvent avec le pollen de bouleau. Concrètement, vous allez avoir en fait des protéines dans les pollens de bouleau qui sont très proches de celles que l'on retrouve dans certains fruits comme la pomme, le kiwi, même les amandes par exemple. Voilà. Donc il faut savoir que lorsque vous avez des allergies alimentaires à certains fruits et légumes, potentiellement c'est que vous avez déjà à la base déclenché une réaction à une allergie au pollen. Okay. En plus d'un traitement antihistaminique, il est aussi possible de se faire désensibiliser. Un constat a été fait, les allergies ne cessent d'augmenter. Il est même estimé que d'ici 2050, 50% de la population mondiale aura développé une allergie. La SNCF l'avait annoncé en début de semaine en raison d'un mouvement social national des chefs de bord. De nombreuses perturbations étaient à prévoir sur les TGV
et les TER. La Marne et la Haute-Marne n'y ont pas échappé. Ce samedi 17 février, la ligne 1 Vallée de la Marne, qui relie Paris à Saint-Dizier, en passant par les gares de Château-Thierry, Épernay, Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François, a fait l'objet de suppression de trains. Concrètement, un TER sur 2 était en circulation. Selon la SNCF, c'est la seule ligne de Champagne-Ardenne qui a réellement été impactée par cette grève. Dans les dossiers depuis de longs mois, la nouvelle piste du Slow Bettencourt BMX est désormais en construction. Elle verra le jour au printemps 2024. Le chantier de 8000 m² a débuté il y a quelques jours. Gaël Bossu a enfilé les bottes pour faire le point sur place. Le bulldozer et la pelleteuse tournent déjà à plein régime. L'ancienne piste vétuste de BMX de Bettencourt-la-Ferraie n'est presque plus qu'un souvenir. Une nouvelle flambant neuve va venir la remplacer très prochainement. Il fallait qu'on ait une nouvelle piste et aussi j'ai envie d'aller plus loin et de dire si on n'avait pas eu cette piste, on n'aurait plus eu de club. Le club aurait été obligé de fermer parce que la piste n'était plus homologable. Donc qui dit piste plus homologable dit piste dangereuse. Si la piste est dangereuse, plus personne n'aura de rouler dessus. Le club ferme. Et c'est pas comme dans d'autres sports où on fait quelques kilomètres, on pousse la porte de la ville d'à côté et on trouve un autre club. Des pistes de BMX, il n'y en a pas partout. L'objectif, c'est de mettre à plat le terrain existant pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et pour venir recréer des nouvelles bosses. 5 lignes, des dizaines de bosses, des virages rapides et techniques. Cette piste, qui a nécessité un investissement de près de 800 000 €, devrait être rayonnante. En point d'orgue, sa ligne de départ, située à 5 mètres de haut. C'est énorme, 5 mètres, les plus petits, 5-6 ans, ça va pas être évident. Ils appuieront sur le frein la première fois, la deuxième fois ils arrêteront d'appuyer sur le frein et puis la troisième fois ils pédaleront dans la descente. Voilà. Parce que tous l'attendent avec impatience, même les parents des jeunes riders viennent aider au chantier. Parce que mon fils est au club depuis maintenant 1 an et demi et je me suis un petit peu plus investie pour venir aider. Et voilà, il y a besoin d'un petit coup de main aujourd'hui. Le club en plein développement pourra de nouveau organiser des compétitions régionales et nationales, comme dans ses grandes heures. Si on se rappelle de compétitions qui ont eu lieu dans le passé, avec des compétitions au niveau international, un championnat d'Europe, on multipliait par 3 la population de Bettencourt. Et puis quand on se déplace un petit peu à travers la France, on entend parler de Bettencourt, de la piste de BMX de Bettencourt. Il y a Vincent Poupino du club de Mel, Ronald Duvard, Anthony Benquet et Romain Martet. Voilà donc les noms des candidats qui se trouvent sur la piste avec pour l'instant le numéro 47. D'entendre la voix du speaker le dimanche matin qui résonne dans tout Bettencourt, comme le club l'a connu depuis 40 ans. 84, cette année, le Slow BMX fête sa 40e année. Une piste pour ses 40 ans, vous ne pouvez pas rêver plus beau cadeau d'anniversaire. La nouvelle piste, prévue pour avril prochain, va permettre au Slow BMX de rêver encore plus grand. Dans le cadre du mois mondial des zones humides, la Ligue de protection des oiseaux, la LPO Champagne-Ardenne, organise plusieurs sorties sur les sites naturels de la vallée de la Marne. Le but, vanter les richesses méconnues de ces zones humides. Immersion avec Nicolas Fontaine et Gaël Bossu. Ils étaient une vingtaine de courageux ce samedi matin à avoir enfilé les chaussures de randonnée. Au programme de la matinée, une sortie organisée par la LPO Champagne-Ardenne au cœur des zones humides de la vallée de la Marne. Des endroits qui jouent un grand rôle environnemental. Elles sont capables de dépolluer les eaux, un peu comme des bassins d'épuration. Elles ont aussi un rôle de stockage d'eau douce. Elles vont récupérer l'eau douce en hiver quand il y a beaucoup d'eau et puis elles vont la restituer en été quand il manquera d'eau. Les zones humides sont aussi des endroits récréatifs pour la pêche, pour les loisirs, pour la chasse, pour l'observation des oiseaux. Pendant 3 heures, les regards se sont baladés de droite à gauche et les explications sur la faune et la flore de ces zones humides se sont enchaînées. Et les plus gros consommateurs de baies de lierre sont les turdidés, donc les grives, les merles. Voilà. C'est important d'aborder tous les sujets parce que c'est un tout, c'est un ensemble. Tout est interdépendant et donc il y a beaucoup d'interactions et donc c'est une façon de présenter l'écosystème dans sa globalité. Et ces cavités restent et après elles sont utilisées par d'autres espèces, par les mésanges en l'occurrence. L'occasion de découvrir ou redécouvrir la nature de sa région. On est de l'Arzicombe, on vient
plus tellement se balader dans le coin. On y venait avant, on y venait en vélo. Moi je suis du secteur, mais je vis en ville, j'emprunte beaucoup la voiture et je suis rarement au cœur de la nature comme on l'est là aujourd'hui. Et je trouve ça fabuleux quand on a la chance d'avoir un guide qui vous donne des explications. C'est vraiment à mettre à profit. La Marne, à ce niveau-là, elle a 2 bras, elle a celui-là et puis un bras qui est juste derrière ici. En fait, ce que vous voyez, les arbres que vous voyez derrière, c'est une île en fait. Et donc la Marne ici, elle a 2 bras en fait. Ils se rejoignent un peu plus loin. En termes de biodiversité, le département de la Marne est particulièrement intéressant avec plusieurs écosystèmes différents. Entre la région de Champagne-Mide, qui est une région d'étang, et puis la région de Champagne-Créeuse, qui est une région de culture, plus la vallée qui va les traverser, on a un environnement qui est totalement différent et des espèces qui sont totalement différentes. Les arbres qu'on trouve ici, on ne les retrouvera pas forcément ailleurs dans le département. Depuis le début du XXe siècle, on estime que 2/3 de ces zones humides ont disparu en France. Ce soir, nous recevons Maëlle Girard sur notre plateau. Cette jeune Haut-Marnaise de 23 ans vient d'être élue première dauphine du concours Miss Élégance Dom-Tom Biotype Agent dans le sud de la France le 3 février dernier. Bonsoir Maëlle. Alors d'abord, parlez-nous un petit peu de ce concours. Qu'est-ce que Miss Élégance? Tout d'abord, bonsoir. Alors Miss Élégance, c'est un concours qui est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de catégorie précise. Il faut avoir juste entre 18 et 26 ans environ, si je ne me trompe pas. Et mesurer 1,70 m. Si on a quelques centimètres de moins, c'est pas très grave, mais sinon tout est misé sur l'élégance. Alors justement, c'est un peu plus simple que les concours classiques. C'est ce qui vous a attiré. Comment vous êtes dit, je vais m'inscrire à ce concours-là? Alors, je me suis pas dit, je vais m'inscrire. On est venu me chercher. Donc, c'est Louane, l'ancienne Miss Élégance France, qui vient de rendre son titre le week-end dernier, qui est venue me chercher en me demandant si ça m'intéressait. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça me fera une expérience supplémentaire. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce concours? C'est le fait qu'il n'y a pas de critères, c'est ça? C'est ça. Et puis, c'est quelque chose que je pouvais faire pendant mon temps libre. Ça ne me prenait pas vraiment plus de temps que ça. C'est prenant parce qu'on joue le jeu, mais sinon ça ne me prend pas énormément de temps. Ça me permet de me consacrer à mon travail à côté. Justement, qu'est-ce que vous faites à côté pour qu'on ait un détail du volume horaire? Je suis opticienne, donc des grosses journées et je fais du domicile, donc des fois le temps de midi de prix et quelques fois des soirées. Qu'est-ce qui vous a permis de coupler les deux? C'est parce que le volume horaire du concours est pas si infligeant que ça, en tout cas pas si lourd que ça? J'ai une bonne patronne qui m'accorde pas mal de temps libre quand j'en ai besoin, on va dire, qui est pas très à cheval sur faut que je sois là du matin à midi parce qu'elle ne peut pas, elle prend le temps de me remplacer ou des choses comme ça. Ça n'a pas influencé sur mon travail ou sur la fermeture de la boutique en tout cas. Alors justement, vous dites qu'elle s'adapte. Elle s'adapte à quoi? C'est-à-dire que c'est des répétitions, c'est des concours. Qu'est-ce qui vous prend du temps? Alors il a fallu faire beaucoup de shooting photo pour pouvoir faire des petits concours où on était noté. Ensuite, de temps en temps, le mieux c'était aussi d'avoir des petites représentations. Par exemple, moi j'ai été faire les remises de prix à l'hippodrome de Montirandère. Donc ça m'a pris, ça va, c'est le week-end, c'est pas énorme, mais travaillant le samedi, elle m'a accordé 1 ou 2 heures pour que je puisse faire une remise de prix, sachant qu'en plus je travaille sur le secteur de Montirandère, donc on s'est arrangé avec les commerçants pour qu'on puisse voilà, aller faire les petites remises de prix, mais sinon ça prend pas plus de temps que ça. L'idée c'est de vous montrer, de discuter avec les gens, de rencontrer du monde, c'est ça? C'est ça, de faire connaître aussi le comité qui reste quand même un petit comité par rapport à Miss France où on est télévisé. Voilà. Alors vous avez préparé aussi le show du 3 février, vous avez été. Comment on prépare un tel show? Alors on ne l'a pas réellement préparé en amont. On est arrivé le vendredi soir parce que du coup on a fait la route. Donc environ 5 heures de route, malheureusement on est tombé au moment des agriculteurs, donc on a mis 9 heures. On a enchaîné sur les répétitions dès le lendemain. Répétition, vous répétez quoi? Plusieurs danses? Comment ça se passe un peu? Alors il y a eu une chorégraphie, il y a eu après c'était défilé parce que la plupart n'avaient jamais défilé, j'en fais partie, j'avais jamais défilé sur scène. Bon après être sur scène j'étais à l'aise vu que j'ai fait quand même 50 danses, donc voilà, avec des galas, etc. Mais sinon, rien de plus niveau répétition. Alors après la répétition est venu le temps du show. Comment ça s'est déroulé le concours? Quelle est un peu la soirée que vous avez vécue? Alors une soirée qui au départ paraissait très longue, qui est passée super vite. On n'a pas vu le temps passer, défilé sur défilé, donc défilé en maillot de bain.
défilé en robe de soirée, une tenue élégante qu'on avait choisie et une deuxième tenue pour la finale avec robe de soirée également. Comment ça s'est passé quand vous avez reçu cette écharpe de première dauphine? Qu'est-ce qu'on ressent? Alors honnêtement, ça fait toujours plaisir. Après, je ne m'attendais pas forcément à gagner. J'y allais pas pour gagner, j'y allais vraiment pour avoir une expérience supplémentaire et faire quelque chose de nouveau. Donc non, honnêtement, ça fait plaisir. Et puis se dire qu'on n'a pas fait tout ça non plus pour rien, c'est une petite récompense à la fin. Justement, on parle d'expérience. Quelle est la suite après cette belle expérience? Est-ce que vous avez envie de faire d'autres concours peut-être? Non, je pense pas. J'ai pas mal de projets là pour le moment qui sont en train d'arriver. Pas dans les mises du coup, mais personnel plus. Donc voilà. Donc là, vous prenez notre voie. C'est ça. Et bah écoutez, merci d'avoir été avec nous ce soir, Maëlle, en tout cas. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez nos prévisions météo et je vous souhaite une bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.